Je dis souvent, dites ce que vous faites, faites ce que vous dites. Un peu comme un mantra, mais vraiment en répétant le discours, en fixant cette ambition forte. On ne fait pas rêver les gens simplement avec des chiffres, on a besoin de faire rêver les gens et on rêve pas assez finalement dans la société. Je pense qu'il faut les primes, il faut les incentives. Parce que la communauté est clé, parce que l'entraide nous possède, on a décidé de mettre en lumière tous ces visionnaires. Bienvenue dans le podcast Build a City for Good de Daphne. Bonjour chers auditeurs, ici on est en pleine forme, j'espère que vous aussi. On va passer les prochains moments ensemble avec Pierre-Éric, salut Pelle. Salut Sophie. Et notre invité du jour qui s'appelle Arnaud. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors, cher Arnaud, si je brosse ton portrait très rapidement, tu es actuellement président du directoire de BDO France, que tu as rejoint en 2012 ou 2013 2013. Tu as commencé ta carrière chez PwC, d'abord au Luxembourg, puis à New York, puis à Paris. Tu es également père de famille et grand sportif, on va y revenir. C'est ça. Merci beaucoup d'être avec nous, ça va, t'es bien installé? Merci pour l'invitation. Avant qu'on commence à te poser pléthore de questions avec Pelle, est-ce que tu peux te présenter, nous dire d'où tu viens, qui es-tu, qu'est-ce qui te caractérise? Écoute, t'as déjà dit pas mal de choses. Donc moi je suis né à Aix-en-Provence. J'ai fait la première partie de ma vie jusqu'à ma classe prépa entre Aix et Marseille. Voilà, deux parents marseillais qui, en allant s'installer à Aix-en-Provence, voyaient ça comme le nord de la France. Voilà, donc c'est pour vous donner un peu l'état d'esprit familial. Sportif sur le tard finalement, je te disais, j'ai fait beaucoup de volleyball quand j'étais jeune, mais plus trop pendant mes études. Et puis je suis tombé dans ce métier du conseil et de l'audit, un petit peu par hasard. Je raconte souvent que mon père était ingénieur au commissariat à l'énergie atomique et nous racontait une anecdote sur des personnes qu'il appelait les Men in Black, qui étaient les auditeurs qui venaient auditer les comptes du CEA. Et j'ai toujours trouvé cette image assez stylée à l'époque. Voilà. Donc c'est comme ça que je suis tombé dans le métier. Donc tu as fait tes études ENSA, PSL Dauphine, finance quantique. Alors sur le tard, j'ai commencé par une école de commerce, donc Toulouse Business School, une classe prépa, après un bac éco, une école de commerce TBS, puis j'ai démarré dans la vie professionnelle, enfin j'ai passé pas loin de 10 ans chez PwC, comme tu disais, à Luxembourg, à New York, puis à Paris. Et c'est après, moi j'ai toujours considéré que c'était anormal et étonnant qu'on passe les 25 premières années de sa vie à étudier, et puis qu'ensuite on sorte complètement du circuit. Donc après j'ai fait un certain nombre de choses, un diplôme de finance quantitative à l'ENSAE, puis un MBA à HEC. Ok. Pourquoi la finance quantitative ? Pour une raison assez étonnante comme ça, avec le recul. Moi, j'ai toujours travaillé dans le secteur financier, c'est mon secteur de prédilection. Et quand je suis rentré en France en 2013, la Banque Centrale Européenne a lancé tout un programme de revue de la qualité des actifs des banques. Et donc, plus des sujets de finance quantitative, de gestion des risques. Et même si j'étais à un grade à cette époque-là où je mettais un peu moins les mains dans le cambouis, vu que je voulais profiter de ces missions-là pour développer l'activité de BDO France, j'avais besoin de comprendre comment ça fonctionnait de l'intérieur. Donc du coup, je suis allé en cours du soir passer ce double diplôme pour arriver à recruter les bonnes personnes, à faire les bons pitchs et du coup à faire des missions. Parce que tu as un secteur de prédilection au sein de BDO de manière historiquement, ou tu es multisectoriel? Maintenant, aujourd'hui, chez BDO, on couvre tous les secteurs, toutes les tailles d'entreprise. Moi, je suis arrivé chez BDO initialement pour développer la banque. Voilà. C'était mon mandat quand je suis arrivé, mais aujourd'hui, on s'adresse à toutes les entreprises. Donc si tu nous décris BDO aujourd'hui, ça ressemble à quoi? Alors aujourd'hui, BDO France, c'est un groupe qui pèse pas loin de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires en France, membre du réseau international, présent dans 160 pays globalement, donc pas loin de 15 milliards. Donc en France, 300 millions, 2200 collaborateurs, plus de 50 bureaux, donc on est partout en France, avec des activités de consulting qu'on a beaucoup développées d'ailleurs depuis 4 ans, mais peut-être que j'y reviendrai, des activités de commissariat aux comptes, un cabinet d'avocats et des métiers d'expertise comptable et d'expertise sociale. Donc le modèle globalement, c'est d'être le one-stop shop pour les dirigeants d'entreprise et être à même de répondre à n'importe quelle problématique, que ce soit celle du dirigeant, du DAF, du DRH. Bon, et comment on devient président de BDO France à 37 ans là ?
Écoute, par opportunité, j'ai pas tellement peur de dire que j'étais quand même quelqu'un d'assez carriériste et d'assez ambitieux. J'ai d'ailleurs rejoint BDO pour ça, même si j'étais très bien chez PwC, c'est une très belle boîte, mais j'avais envie d'aller un peu plus vite. Et BDO avait la particularité d'avoir un projet assez entrepreneurial. BDO France s'était recréé quelques années plus tôt, et donc on me donnait l'opportunité de venir développer quelque chose dans un secteur que je connaissais, sur un métier que j'aime beaucoup. Donc mes premières années se sont plutôt bien passées, et puis en 2019, je décide de faire un MBA à HEC, une expérience qui a été vraiment très transformante, retourner se confronter à des problématiques auxquelles on ne s'était pas confronté depuis un moment, découvrir des nouvelles personnes, s'ouvrir sur des sujets qu'on n'avait plus l'habitude forcément dans le boulot de creuser, et puis le Covid est arrivé. Période assez complexe, aussi bien professionnelle que personnelle, crise de la quarantaine un petit peu avancée, divorce, enfin voilà, je vous peins tout le tableau. Et donc je me suis posé la question, tiens, si je dois continuer dans ce groupe et continuer d'évoluer, et j'avais effectivement la présidence en ligne de mire, dans quel type de société est-ce que j'aimerais travailler, et quel type de société j'aimerais incarner. Et ça a été cette question-là a été le début de l'écriture du plan stratégique du groupe, que je suis allé proposer aux associés en sortie de confinement, et qui a emporté l'adhésion, vu que quelques mois plus tard, j'étais élu à la présidence du groupe. Donc, quelles étaient les grandes propositions de ce plan, là, qui peuvent inspirer d'autres boîtes dans d'autres secteurs? Écoute, il était tourné autour de 2 axes. Le premier qui était un programme de transformation qu'on a appelé Reset and Rise, et je dis toujours, initialement je voulais l'appeler Reset. Je pensais que l'entreprise avait besoin d'un reset complet. Mon équipe communication m'a dit qu'il fallait quand même rajouter un peu de positif là-dedans, et donc on est parti sur Rise. Mais globalement, c'était un plan de transformation pour tout changer du sol au plafond, et qu'on a décliné depuis 3 ans. Donc refonte de la marque, de l'ADN, transformation en société à mission pour aligner l'ensemble des associés et des collaborateurs autour d'un projet. Refonte des systèmes d'information, ERP, CRH, stratégie d'acquisition client, stratégie de diversification, M&A. Donc vraiment, on a reposé les bases d'un nouveau projet. Et ce projet qui est assez incarné dans la raison d'être du groupe, qui est de dire, moi j'étais assez conscient des enjeux de société, que ce soit les enjeux environnementaux, les enjeux sociétaux. Et on s'est rendu compte pendant le Covid que finalement nos professions, que ce soit les consultants, les avocats, les auditeurs, les experts comptables, on était un peu les téléconseillers des dirigeants, et on bénéficiait de la confiance des dirigeants. Et donc comment est-ce qu'on peut utiliser cette confiance pour arriver à amener les entreprises à se transformer et à adopter des pratiques plus durables. Et donc on est parti de cette raison d'être pour bâtir BDO France tel qu'il est aujourd'hui, et ça a vraiment libéré les énergies du groupe, et ça nous a permis de faire beaucoup de croissance, parce que c'était le deuxième pilier du projet que j'avais proposé, qui était un projet de croissance. Moi je pense qu'une entreprise qui ne fait pas beaucoup de croissance, c'est une entreprise qui ne va pas bien, c'est le thermomètre de l'entreprise. Donc on avait fixé un premier cap qui était de doubler de taille à l'horizon 2027, et finalement ça s'est plutôt bien passé, vu qu'on a d'ores et déjà doublé de taille par rapport à 2021. En croissance organique ou croissance Moitié-moitié. On a fait globalement une croissance à 2 chiffres chaque année, moitié organique, moitié croissance externe. La croissance externe dans notre secteur, c'est quelque chose d'assez nouveau. On parle de consolidation du secteur. On n'y est pas encore, on y reviendra peut-être, mais c'est vrai que nous, on a industrialisé la croissance externe et fait de la croissance externe vraiment un levier de croissance, donc avec une équipe interne dédiée pour sourcer les deals, négocier les deals, intégrer les nouvelles structures. Et donc on a fait pas loin de 13 acquisitions depuis 3 ans sur tous les métiers du groupe, et notamment sur le conseil, qui est l'axe qu'on a le plus développé depuis 3 ans. Et quand ça a été reçu au premier abord, le fait que tu arrives avec ce plan stratégique alors que tu es encore jeune, ouais. Et puis ensuite comment ça a été reçu en interne aussi par l'ensemble de BDO, le fait que tu sois nommé? Plutôt très bien. Alors ça démontre l'audace déjà des associés de BDO France, et je les remercie pour ceux qui nous écoutent, mais effectivement ils ont fait preuve d'audace en allant chercher un peu en dehors du cadre, avec effectivement quelqu'un qui était plus jeune et qui avait un projet un petit peu différent.
Après, je pense, mais il faudrait leur demander, ce qui a été assez clé, c'est j'ai bénéficié, entre guillemets, d'un momentum qui était bon. Je pense qu'on sortait, on était en pleine crise sanitaire, on sortait d'un confinement, donc il y avait une volonté d'aller de l'avant. Le monde était en train de changer. Le fait d'avoir mis la responsabilité, l'engagement et la croissance comme des piliers du projet, ça a aidé à l'adhésion. Moi, je dis souvent, même en termes de leadership, on ne fait pas forcément rêver les gens simplement avec des chiffres, et ce qui fait que les gens vous suivent et s'engagent dans un projet, c'est plutôt l'ambition globale qu'on met dans ce projet-là et pas uniquement les chiffres. Donc il y avait des milestones et des objectifs chiffrés, mais il y avait surtout une volonté d'avoir de l'impact. Et quand on a expliqué aux associés et après aux collaborateurs quel était le plan stratégique, quand on leur a dit que finalement on était convaincus de notre marque et qu'on allait mettre toute cette énergie à faire rayonner la marque et à avoir le plus d'impact possible chez nos clients et dans tout notre écosystème, ça a vraiment libéré les énergies. Et on a aujourd'hui, je pense, un taux d'engagement de l'ensemble des collaborateurs dans le groupe qui est bien au-dessus de la profession, parce qu'on a mis le sens, même si le mot est un peu galvaudé, vraiment au cœur du projet. On manage vraiment le groupe par cette question du sens et par l'envie d'innover, de disrupter, de sortir un petit peu du cadre. Alors, tu parles d'innovation et le métier est en train de se réinventer de ce qu'on voit de l'extérieur et notamment avec l'arrivée de l'IA. Comment vous êtes en train d'appréhender ce shift, là, ce virage? Ouais, non, mais c'est une excellente question. En plus, on est dans un secteur que je qualifierais d'assez peu tech, finalement. Et l'utilisation de la tech dans nos secteurs est un véritable enjeu. Ça fait, je pense, 30 ans qu'on dit, notamment au métier d'expertise comptable et aux auditeurs, qu'ils vont se faire disrupter et que la technologie va complètement automatiser. 30 ans qu'on leur dit, bon là on voit que quand même, c'est quand même en train de se réaliser, en train de s'accélérer. On a été assez volontariste sur le sujet, notamment sur ces métiers-là, en adoptant des solutions les plus innovantes possibles, notamment sur les métiers d'expertise comptable. Peut-être un entrepreneur, voilà, Arthur Waller, qui a fondé Penny Lane. Donc on a été le premier grand cabinet à utiliser Penny Lane pour automatiser et transformer la valeur qu'on crée pour nos clients, avec un véritable succès. Aujourd'hui, on est le plus gros cabinet, certainement celui qui connaît le mieux la solution. Et on est allé vraiment porter cette solution chez les clients, démontrer ce que la technologie pouvait apporter, aussi bien pour les experts comptables que pour les clients, et ça a été un réel succès. Donc là, aujourd'hui, c'est implémenté sur l'ensemble de notre clientèle. Donc ça démontre quand même la volonté qu'on avait de ne pas rester bloqué sur certains freins ou certaines croyances du métier, et dire finalement, on va plutôt réfléchir à comment est-ce qu'on peut adopter ces technologies pour transformer nos métiers. Un des points, pour revenir à ta question sur ce qui a embarqué dans le projet de BDO France, c'est qu'on a estimé que nos métiers devaient se réinventer. On n'a pas essayé d'éluder le sujet et de dire effectivement l'expert comptable, l'avocat, le commissaire aux comptes, le consultant doivent non pas combattre ces nouvelles technologies, mais plutôt réfléchir à comment les utiliser pour transformer la valeur pour nos clients. Concrètement, ça change quoi? Enfin, si tu te mets à la place d'un DAF et à la place de son expert comptable, quels sont dans les usages des choses qui sont en train de complètement changer? Déjà, ça permet effectivement de rappeler quelque chose sur le métier, notamment d'expertise comptable. Les gens avaient encore une image, et on a beaucoup communiqué là-dessus pour essayer de transformer l'image de l'expert comptable, mais quand on a interrogé des gens, on a vraiment fait l'exercice avec une caméra en micro-trottoir sur qu'est-ce que vous pensez du métier d'expert comptable. Et beaucoup de gens, hélas, nous s'imaginent une cave sombre avec beaucoup de papier. Bon, les choses avaient déjà énormément changé, et donc, tout du moins chez nous, c'est plus le cas. Il y a déjà beaucoup d'automatisation, et donc les piles de factures avec des saisies, ça se fait plus comme ça dans ces métiers-là. Là où concrètement Penny Lane change beaucoup de choses, c'est que l'expert comptable, notamment en termes d'outillage, n'a plus un outil pour l'expert comptable pour faire ses travaux, mais vient apporter une solution aux dirigeants d'entreprise, comme un ERP qui lui permet d'avoir une visibilité en temps réel sur son cash, sur son résultat, et donc de créer de la valeur supplémentaire. Donc nous, finalement, on devient intégrateur de solutions pour des clientèles de TPE, PME,
Et en plus de ça, du coup, ça libère du temps chez nos équipes pour faire davantage du conseil sur les prévisions de trésorerie, sur la croissance de l'entreprise, sur la protection sociale des salariés, sur la gestion de patrimoine du dirigeant. Et donc tout ce temps gagné grâce à la technologie nous permet de faire des services à plus forte valeur ajoutée, de renforcer l'attractivité du métier, de faire percevoir plus de valeur pour nos clients. Donc c'est assez vertueux en fait comme modèle. Et ça se mesure, ça? Tu disais 25 000 sociétés. Ça veut dire que chaque collaborateur suit davantage de sociétés que par le passé grâce à l'automatisation ou... On commence à en voir réellement les impacts, vu qu'on a fait toute une migration là, sur les 18 derniers mois. Oui, on voit concrètement des collaborateurs qui peuvent dégager plus de temps et donc passer plus de temps sur d'autres sujets ou gérer davantage de clients. Donc, et sur le sujet de l'IA, parce que tu l'abordais, alors à moi, à titre personnel, je suis même... assez frappé, et tu vois, je passe quasiment mes week-ends à l'heure actuelle à tester des solutions et à voir comment est-ce que ça va transformer nos usages. On a été assez volontariste sur le sujet. Beaucoup de cabinets ont interdit ChatGPT pour des questions de sécurité. Des questions de sécurité d'ailleurs qui étaient valables à un certain moment, mais nous on s'est plutôt dit de toute manière la vague va arriver, ça sert à rien d'interdire ou de vouloir contrôler. Les collaborateurs, si jamais on l'interdit, vont l'utiliser sur leur téléphone perso. Donc autant le déployer, autant former, autant mettre en place les bons garde-fous pour s'assurer qu'on ne fasse pas n'importe quoi avec l'IA, mais de la même façon que Penny Lane, utilisons les outils et voyons comment ça peut nous aider à transformer nos métiers. Et là, effectivement, je pense qu'il y a une vague qui va arriver, qui va être encore plus impactante. Quand je vois les derniers modèles qui sont sortis, les fonctionnalités Deep Search d'OpenAI, oui, ça va avoir forcément une incidence sur le métier. Donc, on est en train de bâtir une stratégie de déploiement des outils sur chacun de nos métiers. Chacun de nos directeurs métiers a une feuille de route qui doit intégrer l'usage de l'IA, identifier des use cases, soit pour gagner en productivité, soit pour développer de nouveaux services. Et comment vous restez à la pointe de toutes ces nouvelles IA qui arrivent constamment ? On essaye. Moi, je sais que je pousse beaucoup, et je pense que c'est d'ailleurs le rôle des CEO aujourd'hui. Moi, ça fait déjà 3 ans que je dis qu'il y a 2 sujets, certainement, que tout dirigeant, tout entrepreneur doit absolument traiter. C'est la question de la durabilité et la question de l'IA. Donc moi, à titre personnel, je teste. Voilà, je suis en train de regarder les outils no-code, les outils d'IA. Je crée des sites internet. J'essaie de faire des automatisations vraiment pour moi-même comprendre tout ce qui peut être fait. On est en train de le décliner maintenant sur le COMEX, puis sur les associés, puis sur les équipes, vraiment pour développer une culture de la tech que toutes les entreprises doivent avoir. Je pense que pour certains secteurs, c'est évident, mais pour d'autres, et c'est le principal conseil que je donne à nos clients ou aux autres dirigeants avec lesquels je parle, c'est qu'il faut utiliser ces technologies, ne pas les combattre et vraiment rechercher. Donc on a une équipe aujourd'hui innovation qui est spécifiquement chargée de tester les nouveaux outils, d'être en veille et de réfléchir à des use cases. Vous êtes Microsoft ou Google en interne ? Microsoft, Okay. Niveau mondial. Il y a quelques sujets comme ça dont on ne peut pas sortir. Ouais. Et est-ce que, à l'époque, du coup, quand tu arrives à la tête de BDO avec ce grand plan stratégique que vous allez mettre en place, c'est assez novateur, j'imagine, à ce moment-là. Est-ce que tu vois certains concurrents qui prennent aussi cette trajectoire de tout chambouler ? Alors, encore assez peu, très honnêtement. Sur l'engagement, on a été suivi. On était le premier à devenir une société à mission dans le secteur. Ça a été suivi depuis. Mais je pense que c'est difficile de suivre, entre guillemets, dans le sens où je pense qu'aujourd'hui on a la bonne taille, la bonne structure, la bonne gouvernance pour pouvoir appliquer ce type de stratégie, ce qui n'est pas forcément le cas dans le reste du secteur. Je pense qu'on a un ADN vraiment très particulier quand on en discute avec des investisseurs, quand on en discute avec des partenaires financiers. On est très sollicité aujourd'hui parce que on reste à la fois pionnier dans cette stratégie et on voit tous les private equity aujourd'hui regardent la profession. Bon, personne n'a vraiment fait de deal et quand on regarde des stratégies de croissance externe quasiment industrielles, c'est très rare dans le secteur. Donc on essaie de conserver cet ADN un peu novateur, d'esprit pionnier.
Sur les engagements et sur la mission, on souhaite qu'on soit suivi. Je pense que la profession doit s'engager, la profession a un vrai rôle à jouer pour accélérer la transition des entreprises françaises, pour aider les entreprises françaises à adopter des nouvelles technologies. On a ce capital confiance que je disais dans la profession, où là, tous les cabinets et tous les concurrents peuvent le faire. Donc ce serait une bonne chose qu'on soit suivi. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est dans un bon positionnement et de toute manière, on est toujours en train de bouger, toujours en train d'investir et on va continuer à investir. Je ne sais pas quand est-ce qu'on diffusera le podcast, mais je peux certainement en parler. On est en train de boucler une augmentation de capital par les associés, ce qui là aussi est assez unique dans la profession. Donc on a demandé à nos associés... Sur la filiale française Sur la filiale française. Sur l'actionnariat. Ouais, les modèles des réseaux, enfin tous les pays sont détenus par leurs partenaires domestiques. Mais donc vu qu'on a atteint le premier milestone qui était de doubler de taille, on a rediscuté avec nos associés et on leur a demandé de réinvestir dans le modèle pour pouvoir continuer à financer notre croissance et continuer de nous développer. Ça, c'est unique dans le marché, personne ne l'a fait. Ça démontre bien à quel point les associés croient dans le projet et ont une volonté de faire de la croissance dans le futur. Et vous êtes combien d'associés dans le cabinet, Jordan ? 140 associés aujourd'hui. Très bien. On a évoqué ta passion pour le sport aussi. Tu peux nous en parler un petit peu ? Vous voyez, j'ai une passion, presque une addiction, on va dire. J'avais fait du sport dans ma jeunesse, plus tellement dans mes études. Et pour des raisons personnelles, je me suis remis à courir, mais sans grande conviction, il y a un peu plus de 10 ans. Et puis en commençant par un 5 km, puis un 10 km, c'est devenu une habitude. Et maintenant, on peut parler d'addiction. Donc, c'est quotidien, finalement, 1 heure à 2 heures par jour. T'as une routine sportive ? C'est tous les jours, globalement. J'essaie de préparer une course par an, quoi qu'il arrive. Donc là, c'était l'UTMB l'année dernière. Là, pour cette année, ce sera un triathlon extrême. Donc c'est une course qui s'appelle le Summum, qui est un format Ironman, mais qui a la particularité d'avoir la ligne d'arrivée au sommet du Mont Blanc. Voilà. Pour réaliser ce genre de défi, ça demande une certaine routine. Donc c'est entre 12 et 15 heures par semaine. Et c'est complètement intégré dans mon agenda. Donc je me lève tôt. Tu cèdes jamais et tu arrives toujours à te mettre cette rigueur au quotidien. Oui, absolument. Et je pense que c'est un peu une clé, ou tout du moins quelque chose que j'essaie de à la fois incarner, et puis un conseil que je peux donner, c'est quand même la rigueur et un peu la mise en place de certaines routines. Tu as une alimentation particulière ? Dans la vidéo, quand on a posé les petits plaisirs coupables, c'était presque déprimant, tu vois. À la rigueur, un cappuccino, c'est déjà un plaisir coupable. Je fais quand même assez attention. Je fais quand même assez attention. Et pour des courses comme ça, oui, on arrive sur un contrôle de ce qu'on mange, presque à compter la proportion de glucides. Donc ça devient un peu contraignant. Et tu es suivi aussi, j'imagine, pour pas te blesser Parce que... En fait, alors là aussi, ça va paraître surprenant, mais à une époque, quand je m'entraînais, par exemple, quand je préparais des marathons, je faisais 3 séances et je prenais toujours une séance de repos entre chaque jour. Et donc, je passais mon temps à être blessé, des tendinites, des déchirures, etc. Puis je me suis dit, finalement, et on en parlait avant de commencer à enregistrer, c'est quand j'ai commencé à écouter des podcasts avec des Mathieu Blanchard, des casquettes vertes. Je me suis dit, tiens, je vais me mettre à courir tous les jours. Et finalement, quand on court réellement tous les jours, alors même pas forcément des longues distances, mais finalement, le corps s'habitue et on se blesse moins. Donc c'est pour ça, maintenant, je me force, quoi qu'il arrive, soit très tôt le matin, soit le soir, soit entre midi et 2. Enfin, ce qui est très bien avec la course à pied, c'est qu'il suffit de mettre les baskets et de partir. Mais effectivement, de courir tous les jours et je ne me blesse plus du tout. Voilà. Donc là aussi, c'est un conseil que je donne à tout le monde. Plutôt que de faire 3 séances ou 2 séances par semaine, et de se dire, vu que j'en fais que 2, je vais faire plus long, de plutôt faire un petit peu tous les jours. Ok. Ou faire comme casquette verte, se blesser, mais y aller quand même. Alors oui, lui, il a passé l'étape d'après. Ouais. Moi, j'ai fait encore un peu attention. Puis j'ai passé la quarantaine, là, maintenant. J'ai plus 36 ans. Ok, donc arriver sur le Mont Blanc, c'est quand ça ? Ce sera le week-end du 14 juillet, si tout va bien, si la météo le permet. Mais effectivement, ce sera une natation dans un lac dans le Jura, 180 km de vélo jusqu'à Saint-Gervais avec, je crois, 3500 ou 4000 mètres de dénive.
Et puis l'ascension one-shot du Mont Blanc. Voilà. Essayer de faire en moins de 24 heures. Ok. Et l'ascension, c'est combien de kilomètres? Ça fait 21 km pour monter et tu pars du bas, donc tu as tes 4000 de dénive. Ouais. Et après, il faut redescendre. Ouais. Donc ça boucle, ça fait les 42 km du format marathon. Bon, on va suivre ça. Oh là là. Mais tu arrives à alterner, à la limite, natation et course à pied au quotidien, je conçois, mais le vélo, du coup, c'est plutôt dédié le week-end? J'ai un home trainer dans ma chambre. Ah oui, bah oui, évidemment. Avec une application qui me permet de faire le Ventoux, de faire certains cols, et puis c'est des sorties longues le week-end. Okay. Alors le vélo met un peu plus de contraintes, la course à pied est beaucoup plus simple. Mais... Et est-ce que tu as un coach professionnel pour t'accompagner dans la croissance de BDO ? Alors non, c'est une bonne question. J'ai eu des coachs à certains moments de ma carrière, aux grandes étapes qui m'ont été assez utiles pour me poser des questions. J'ai eu le MBA qui m'a quand même permis de poser un certain nombre de sujets. J'en ai plus aujourd'hui. Aujourd'hui, le gros de l'inspiration, alors je pourrais te dire non, j'ai pas formellement un coach, mais après j'en ai peut-être des centaines. Vu que je passe énormément de temps dehors à discuter avec des pairs, je suis dans beaucoup de réseaux professionnels, YPO, le MEDEF, le METI. J'ai moi aussi le podcast Coulisses de CEO que j'anime, qui est, et je m'en suis rendu compte après, mais une véritable source d'inspiration et de coaching, même pour moi. Et donc pour BDO, ça m'arrive très régulièrement en fonction des invités de ressortir d'un enregistrement en me disant tiens, j'avais pas vu le sujet de cette façon, ou ça peut-être qu'on pourrait le faire chez BDO. Donc je vais chercher l'inspiration dehors chez tous les entrepreneurs, tous les dirigeants avec lesquels je discute et qui finalement me servent un peu de coach. Bon, et comment tu inspires les équipes en interne ? Tu parlais d'innover, de se remettre en question, de donner un cap. Est-ce qu'au quotidien, parce que ça c'est assez macro, quelle est ta recette pour que les équipes soient toujours en surperformance, ou en tout cas aient un niveau de performance qui est celui que tu attends? Et la question subsidiaire, c'est tu fais quoi pour les off-sites de BDO? Pas forcément facile de répondre à cette question vu qu'on l'a pas forcément complètement théorisé, mais voilà, je vais te répondre franchement. Moi, j'ai un côté très compétiteur. Je pense que c'est un peu d'ailleurs une qualité que je retrouverai chez d'autres dirigeants, la volonté de se fixer une ambition, et une ambition assez forte. Quand on est arrivé, pour tout te dire, en 2021, quand j'ai annoncé qu'on allait doubler de taille en 5 ans, dans la profession, on m'a un petit peu regardé de haut, même avoir une petite forme de condescendance en disant quand tu auras passé la quarantaine ou quand tu auras fini ta croissance, on en reparlera. Mais je pense que ça a marché dans le sens où fixer une ambition forte en se disant on va se donner les moyens, on va investir. Est-ce qu'on fait ça ? Pas simplement pour notre ego et notre volonté de faire de la croissance, mais parce qu'on pense qu'on a un bon projet, parce qu'on pense qu'on peut avoir un rôle à jouer dans cette société pour la rendre meilleure, parce que les métiers du conseil, de l'expertise, de l'audit sont des métiers nobles, accompagner les entrepreneurs, voilà, en faisant preuve de pédagogie, en expliquant vraiment les choses, et puis en se tenant réellement à ce qu'on avait dit. Je dis souvent, dites ce que vous faites, faites ce que vous dites. Un peu comme un mantra, mais vraiment en répétant le discours, en fixant cette ambition forte, ça a vraiment permis finalement de dégager les énergies et d'embarquer les collaborateurs. L'engagement a vraiment permis aussi, je pense, de créer un niveau de performance des équipes qui est très fort, et puis le sentiment qu'on est en train de faire quelque chose d'unique. Et je pense que c'est à la fois réellement le cas pour le BDO, mais je suis assez convaincu, quel que soit l'entrepreneur, quel que soit le secteur, que donner, on ne fait pas rêver les gens simplement avec des chiffres, on a besoin de faire rêver les gens, et on rêve pas assez finalement dans la société, et de se dire tiens, oui, on va essayer de doubler de taille, oui, on va ouvrir des bureaux partout en France, oui, on va réellement transformer l'économie et y contribuer positivement. Finalement, ça fait beaucoup plus rêver les gens que le salaire à la fin du mois ou la perspective d'une prime. Je pense qu'il faut les primes, il faut les incentives
Mais pour autant, ce qui crée réellement les conditions de l'engagement, c'est l'ambition et c'est l'énergie qu'on y met. Je pense qu'on peut... Vous pouvez poser la question à mes associés, à mes collaborateurs. On n'a peut-être pas tout fait parfaitement depuis 4 ans. Par contre, à la question, est-ce qu'on y a vraiment mis toute l'énergie et est-ce que moi, à titre personnel, j'y ai mis toute mon énergie, je pense qu'on vous dira que oui, c'est le cas. Je pense que l'idée par l'exemple, c'est quelque chose qui est assez fondamental pour un dirigeant et donc je pense que tout le monde sait aujourd'hui que toute mon énergie, 7 jours sur 7, c'est pour BDO, pour son développement. Et je dis souvent aux collaborateurs quand je les vois, et donc on en reviendra aux off-site, mais je dis toujours, je ne m'arrêterai dans mes fonctions que quand la marque BDO sera connue dans tous les foyers de France et qu'elle sera connue avec des marqueurs qui seront l'innovation, l'engagement, la performance. Et je pense que ça aide quand même à mobiliser les équipes. Et d'ailleurs, je les remercie pour toutes celles qui nous écoutent parce qu'effectivement, on a décidé de beaucoup travailler. Souvent, je dis, on aurait pu vivre différemment et toute notre profession vit très bien avec des 2-3% de croissance, pas trop de prise de risque, ça va. Nous, on a fait un choix inverse, donc on a décidé de se mettre en risque, on a décidé probablement de se rajouter un peu de stress, mais pour autant, on le voit dans les yeux des collaborateurs, dans les enquêtes de satisfaction, globalement, ça bénéficie à tout le monde. On te pose la question parce que c'est souvent un marqueur de la culture d'une entreprise. Ouais. Donc c'est une réponse importante là, qu'il faut que je réfléchisse. Non, il n'y aura pas de jugement. Pas de pression. On fait différentes choses. On rassemble déjà nos associés 2 fois par an. Là aussi, pour donner un élément de la transformation de BDO France, quand on faisait des assemblées générales des associés ou des partners meetings, dans le passé, c'était des grandes messes où on passait les chiffres, les comptes de chaque métier, de chaque bureau, et puis on y passait la journée. Ça, dès le début, dès 2021, on a complètement arrêté, on ne parle plus de chiffres, très très peu. Mais par contre, on fait venir des personnalités externes, des sportifs, des politiques, des entrepreneurs, et qui viennent nous parler d'un sujet où on essaie vraiment de s'ouvrir les chakras. Donc beaucoup plus d'ateliers collaboratifs, beaucoup plus d'interventions externes pour s'ouvrir sur l'extérieur et s'inspirer de personnalités. Ça, c'est pour les associés. On fait beaucoup de choses après dans chaque bureau. On a voulu conserver un management territorial. Notamment ce qui nous différencie aujourd'hui et ce qui a aussi permis la croissance, c'est qu'on tâche d'équilibrer notre organisation pour effectivement avoir des process, avoir une stratégie qu'on décline partout dans l'ensemble de nos sites, mais conserver un ADN territorial qui est aussi ce que recherchent nos clients. Donc beaucoup de choses se passent dans les bureaux, dans chaque territoire, et chaque patron de bureau est libre dans un cadre qui lui est donné d'animer ses équipes. Enfin, on part plus à Ibiza, on le faisait pas beaucoup et de toute manière ça on a complètement arrêté. D'ailleurs je pense que ceux qui essayent de le faire ont du mal à embarquer leurs collaborateurs. Bon, on va dire que tu as quand même donné une bonne réponse. Ouais, ça va. C'est accepté. Non mais chouette. Si tu te mets à notre place, parce que finalement nous on est comme toi, on doit se nourrir de l'extérieur, de toutes les mutations, on est multisectoriel, donc finalement on n'a pas d'expertise spécifique, alors ça dépend des sujets, mais quels sont les projets qu'on devrait regarder dans ton domaine qui vont connaître de fortes croissances, disrupter des secteurs, des acteurs existants et qui pour un investisseur early stage peuvent avoir du sens? Parce qu'il y a eu Penny Lane, c'est un superbe succès et apparemment Penny Lane, un très beau succès. Vous y avez contribué. Est-ce que tu vois d'autres ruptures qui vont arriver et qu'on devrait regarder, dans lesquelles tu investirais tes sous perso? Je vais te faire une réponse qui, surtout pour des professionnels comme vous, va être évidente, mais je pense que malgré tout, dans nos métiers, il y a encore beaucoup de choses que la technologie et l'IA peuvent accompagner. Donc je pense que toutes les solutions, Penny Lane en est une, mais finalement elle touche un des métiers. Si on regarde le commissariat aux comptes, qui est un marché, il y a certainement des choses à regarder pour améliorer à la fois la productivité, la qualité et la perception de la qualité des audits qui sont donnés. Mais si je regarde dans le consulting, les usages, je pense qu'il y a quand même énormément de choses à faire pour
pour automatiser, pour développer de nouvelles offres de services. Donc je pense que, tu vois, je sais qu'il y a des solutions dans le M&A qui se développent, peut-être des pans de marché aujourd'hui qui ne sont pas encore touchés, mais tu vois, des marketplaces pour la transmission des entreprises, il commence à y avoir quelques solutions qui sortent, mais je ne crois pas qu'ils soient totalement passés à l'échelle. Pour ne pas rester uniquement sur les outils de productivité, nous, ce qu'on essaye quand on parlait des use cases pour l'IA, c'est effectivement, il y a les sujets, comment est-ce qu'on travaille plus vite et comment est-ce qu'on démultiplie nos efforts, mais surtout quel type de service aujourd'hui et quel type de marché on arriverait à créer. Je pense que sur le M&A, il y a peut-être quelque chose, parce que c'est quand même assez complexe, notamment pour des petites sociétés. Parmi les 25 000 boîtes que vous suivez, quelles sont celles qui changent d'actionnariat tous les ans ? Là, c'est compliqué de te donner un chiffre comme celle-ci, mais on sait quand on regarde l'âge moyen de nos clients qu'il va y avoir une vague de transmission qui va être très importante dans les 5-10 ans. Et le sujet de la transmission des entreprises, de toute manière, pour être dans un certain nombre de groupes de place est un véritable sujet, à la fois pour la pérennité des entreprises, pour des sujets de souveraineté. Donc ça, je pense qu'il y a quelque chose à regarder aujourd'hui, qui a un besoin qui, à mon avis, n'est pas complètement rendu. Merci Arnaud d'être venu témoigner à notre micro. Merci à tous les deux. Longue vie à BDO. Ça donne envie de devenir client de BDO. Alors nous, on ne l'est pas parce qu'on est sur une verticale que tu ne couvres pas. Si tu gères les fonds d'investissement et les sociétés de gestion ? Non, absolument. Ouais, on est très développé sur le private equity, que ce soit en conseil, sur vos due deals d'acquisition. Donc, non. T'as plus d'excuses. On reste en contact. Et puis bon courage pour ton Summum Project, c'est ça ? C'est ça, Summum Project. Rendez-vous merci beaucoup. Le 14 juillet. Il y aura un tracker, donc voilà, sur le site de la course. On sera là derrière nos écrans. Et on a noté qu'il faut qu'on se fasse un déjeuner ou un dîner avec casquette verte. Alors, yes. Tu vas être un bon client. Avec plaisir, ouais. À bientôt. À bientôt. Merci, Salut, merci à tous les deux. Au revoir.